Hey, c'est Jean-Marc Chaput qui parle. T'es capable. Tout ça fantastique! Incroyable! Ça change en sacrifice, la vie. Il a décidé de foncer, puis il a réussi. La vie, c'est un changement. Il aurait juste à m'appeler, aurait dit non, tabarnak, garde ton argent. J'étais l'acteur principal de ma vie. C'est pas possible. C'est incroyable. Essaye donc. T'es capable. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission T'es capable. Je m'appelle Martin Véronneau et je suis votre animateur. T'es capable, c'est une émission qui a pour objectif de vous inspirer. Vous inspirer à vivre vos rêves, à vous dépasser et vous inspirer à être une meilleure personne. Dans cet épisode, je parle avec Jean-Marc de nos zones de confort, ou plutôt de nos sorties de zone. Embrasser l'inconfort d'un changement, chercher à améliorer sa vie, vouloir être simplement heureux, ça demande parfois beaucoup de courage. Nos deux invités pour cette émission sont l'auteur et conférencier Daniel Blouin, qui a écrit les livres Entrée de zone et Sortie de zone et qui offre des conférences partout dans le monde. Daniel est devenu au fil des ans le plus important spécialiste des changements de vie. Je m'entretiens également avec la populaire blogueuse Maude Michaud du site La Parfaite Maman Cinglante. Il y a 2 ans, Maude a quitté un emploi qu'elle n'aimait plus pour partir un projet qui lui tenait à cœur, un blog qui parlerait aux mamans. Elle me raconte qu'est-ce qui l'a mené à vouloir faire un si gros changement dans sa vie. Voici maintenant, T'es capable. Jean-Marc, Oui. sortir de sa zone de confort, moi j'ai l'impression que c'est pas pour tout le monde. Faut avoir envie de le faire. Puis les gens qui veulent le faire, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose dans leur vie qui manque. Oui. Est-ce que je me trompe? Mais non, c'est certainement ça. Mais il y a des fois, il faut que tu changes ta zone de confort parce qu'il n'y a plus de confort. Quand est-ce que tu changes de matelas? T'en es plus bien, hein? Ah ouais. Bon, mais c'est exactement ce que tu fais. Changer ta zone de confort, c'est changer de matelas. Une zone de confort, c'est, en général, ce qui te pousse à en sortir, t'es mal. Il n'y a plus de confort. Ouais. Quand t'as plus de confort, t'en sors. Être confortable dans une auto, ça te permet d'aller plus loin. Ça te permet d'être plus en sécurité. C'est ça que tu veux comme confort. Pourquoi? Pour aller quelque part. Pour aller faire plus. T'asseoir sur ton steak, ça donne rien. Ça donne rien. Mm-hmm. Et malheureusement, il y a des gens qui passent une vie à attendre qu'il y a quelque chose qui arrive. Mm-hmm. À attendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien souvent, il n'y a rien qui va se passer si toi, tu ne provoques pas la sortie de confort ou si tu n'écoutes pas les gens qui te disent « Hey, gars, j'ai fait ça. » C'est le fun, ça. Comment tu fais ça? Hey, j'aimerais ça y aller un soir avec toi, voir comment ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, d'essayer quelque chose, c'est prendre un risque. Et quand tu prends un risque, forcément, tu laisses la sécurité pour aller plus loin. Mm-hmm. Le confort, c'est... Le confort, si on revient à quelque chose de base, on en a parlé peut-être, mais peut-être que les gens auraient avantage à regarder ça. Maslow, les besoins de Maslow. Ouais. La pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, on voit que les 2 premiers, c'est de vivre. La première, c'est la nourriture, donc tu en as besoin. Puis le deuxième besoin, c'est la sécurité. Évidemment, c'est la base. Mm-hmm. Mais là commence le risque. 3e, c'est l'amitié. Ah, tu rencontres quelqu'un, tu y parles, tu échanges. Tu commences à faire quelque chose. Et là, parce que vous êtes 2 ou 3, vous décidez, pourquoi on n'irait pas plus loin? Puis là, d'aller plus loin, c'est l'estime. Parce qu'il disait, hey, t'es bon, maudit, je savais pas que t'étais bon de même. Oups, comment ça va, l'estime? Puis le 5e, qui est le grand, qui est la fin, c'est la réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est de devenir l'homme que tu étais appelé à être. Mon premier invité est Daniel Blouin. Après une fructueuse carrière dans l'industrie de la musique à travailler avec d'importants artistes québécois, Daniel décide du jour au lendemain de changer de carrière. Il quitte Montréal, s'installe à Québec et sortira de sa zone de confort plus d'une fois. Il documentera le tout dans son premier livre, Sortie de zone, qui lui a permis de devenir un conférencier prisé. Voici Daniel Blouin. En 2014, tu as fait paraître un premier livre intitulé Sortie de zone qui raconte comment tu as apporté des changements majeurs dans ta vie. Parle-moi de l'état d'esprit dans lequel tu étais à ce moment-là avant que tu entreprennes ces changements-là. Ouais. J'étais dans l'état d'esprit de m'éteindre beaucoup. J'étais éteint.
Ça, c'était pas mal mon état d'esprit. Puis à différentes époques de ma vie, j'étais plus ou moins éteint, mais tu sais, tes insatisfactions, il y a la phrase, hein, tes insatisfactions sont directement proportionnelles à ton potentiel non exploité. Mais ça, des insatisfactions, ça grandit petit à petit, ça. C'est pas une claque à gueule tout d'un coup. La veille, c'était fantastique et le lendemain, t'es rendu insatisfait. Ça grandit comme une graine. Tu te lèves pas un matin avec Non, c'est ça. Mais des fois, tu t'en rends compte tard, par exemple, de ça. Tu peux te lever un matin, là t'es plus capable d'aller au bureau, tu veux plus rien savoir de... T'es rendu au bout de l'élastique, mais ça a grandi quand même petit à petit. T'avais plein de signes avant que tu voyais peut-être pas nécessairement, mais qui étaient bien évidents pour bien du monde autour. Puis tu sais, des fois, ça peut être physique aussi. Ça peut être de commencer à mal dormir. Moi, j'ai déjà pensé que je faisais de l'asthme. Je suis allé chez le médecin, puis je lui ai dit ça. Quand je te parle de l'asthme, j'avais 28 ans. J'étais à la fin de ma période de producteur de disques. OK. Moi, je respirais mal, puis je suis allé chez le médecin et j'ai dit, écoute, moi, je dois faire de l'asthme, là, je respire mal. Fait que il m'a prescrit une pompe à asthme. Il m'a pas demandé si ça va bien. Il n'a pas abordé aucun autre sujet. Non, il m'a prescrit une pompe à asthme. Donc moi, je suis sorti du bureau du médecin avec une pompe à asthme, puis je pensais que j'étais devenu un asthmatique. Que j'avais attrapé un virus dans l'air. Probablement que je marchais la bouche ouverte un moment donné. Puis, mais je pensais que j'avais complètement attrapé ça par hasard. J'étais devenu un asthmatique. Écoute, moi, j'avais pas fait de lien entre s'éteindre et l'asthme. Moi, là, je le sais. Là, parce que je te confirme aujourd'hui, j'ai jamais fait d'asthme de ma vie. Là. J'en fais pas. Là. Moi, quand je m'éteins, ça me pogne dans les poumons. OK. Il y en a, c'est mal de tête. Il y en a, c'est mal de dos. Il y en a, c'est dans le ventre. Il y en a, c'est l'eczéma. Moi, c'est les poumons. Mais à 28 ans, je le savais pas, ça. Puis, quand ça m'est arrivé dernièrement, il y a 4 ans environ, là, quand j'ai fait mon dernier changement de vie, ma dernière grande sortie de zone, j'avais une agence de communication et j'ai tout quitté ça pour faire autre chose. J'avais aucune idée quoi, mais c'était un peu... Je recommençais à vivre la même affaire, là, de m'éteindre, de plus être emballé du tout par ce que je faisais. Ça m'excitait plus, ça m'emballait plus. Je voulais plus me spécialiser naturellement tout seul parce que ça m'intéressait plus. J'en parlais pas au monde autour de moi parce que ça m'intéressait plus. Ça, c'est des signes, ça. Et est-ce que physiquement, à ce moment-là, t'avais... Je commençais à mal dormir, je commençais à être impatient. Donc là, je le savais, puis... Mais encore là, c'est difficile pareil, quand tu commences à t'éteindre, d'assumer que tu es en train de t'éteindre. Ouais. Parce que si tu assumes que tu es en train de t'éteindre, ça implique qu'il va falloir que tu sautes en bas d'une falaise. Ouais. Ça implique un changement quelconque. T'es fait de même, tu t'éteins, puis il faut que tu l'assumes, puis c'est pas toi qui... T'as le choix de décider oui ou non de l'assumer. Ça, c'est ton choix. Donc, t'as le choix de souffrir ou non, en résistant. Si tu résistes à ne pas assumer, et à pas accepter que c'est ça qui est ça, que ça va impliquer un changement, ben là, tu vas souffrir. Tu vas développer des symptômes psychologiques, physiques, comme moi, je faisais de l'asthme. Ça, c'est la résistance au changement. Parce que changer, c'est difficile. Ça fait peur, c'est stressant, c'est angoissant, mais c'est pas parce... Mais ça, ce n'est pas un argument pour pas le faire. Il y en a souvent que c'est l'argument. Ouais, mais ça va être difficile. Ouais, mais ça va être risqué. Oh, oui, mais ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est pas un argument pour ne pas le faire. Au contraire. Ouais. C'est comme devenir en forme physiquement. Si t'es pas en forme physiquement puis tu veux devenir en forme physiquement, je te jure, ça va être difficile. Ça va être très, 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 très difficile. Ouais. Mais pas parce que c'est difficile, il faut pas que tu le fasses. Moi, je dis souvent, le bonheur n'est pas nécessairement confortable. Mais ça, chaque fois que tu sors de ta zone, tu effectues un changement puis tu passes le bout difficile, ça crée automatiquement beaucoup de fierté. Parce que tu réalises que tu es capable de passer à travers des choses que tu n'avais aucune idée que tu étais capable de passer ou de réaliser, d'accomplir. Et ça veut dire grandir. Un problème que j'ai vécu, que je vois souvent, là, les gens, tu sais, quand ça va pas bien, est-ce qu'il faut que je continue, que je persévère? Ben ouais. Est-ce que j'ai juste la vie dans la face, puis qu'il faut que je continue jusqu'au point de bascule? Ou que je change de mentalité, il faut que je devienne plus positif, ou que j'arrête de voir tout en noir, ou là, tu sais plus, c'est-tu moi le problème? Ou, non, c'est pas moi le problème. Est-ce qu'il faut que je change? Je suis en train de m'acharner ou il faut que je persévère? Parce que s'acharner, persévérer, c'est pas du tout à faire. Si tu marches vers la bonne place, vers où tu es supposé marcher, et que c'est difficile, tu as la vie dans la face, c'est tough. Puis là, tu penses abandonner. Tu te dis, la vie, elle m'envoie des messages, il faudrait que je retourne en arrière. Mais si je te dis, écoute, si tout ce que tu es en train de faire là, je te jure, là, ça va aller bien mieux. Dans 2-3 jours, là, je te jure, là, si l'argent va rentrer, tout va mieux aller. Là. Est-ce que ça t'intéresse ce qui va arriver? Puis tout de suite, là, les gens disent « Ah ouais, là, je capoterais, là, je serais heureux là, que ça aille bien, ça, parce que c'est ça que je veux qu'il arrive. Mais là, je pense abandonner. Là. » Ça veut dire persévère. Mm-hmm. Ça veut dire que tu marches vers... C'est ça que tu veux qu'il arrive. Là. Je suis d'accord avec toi sur le fait que faut juste arriver à se poser la bonne question. Puis
est-ce que ça se peut que cette question-là, parce que c'est ce que moi je crois, puis je veux t'entendre là-dessus, tu te dis pour savoir ce que tu as envie de faire plus tard, admettons que je me fais donner 2 millions de dollars en disant tu n'as plus jamais besoin de travailler de ta vie, qu'est-ce que tu as envie de faire à partir de demain? Ouais. Puis dis-toi que tu as tous les talents du monde. Tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Fait que tu as toutes les capacités du monde, puis tu n'as pas besoin d'argent. Dis donc, moi, là, j'ai envie de faire des jardins. Le monde va dire, puis... je veux faire le tour. Avant, ils vont dire, je veux faire le tour du monde. Okay. Une fois que tu as fait le tour du monde, puis que tu as vu tous tes amis, tes petits amis à chaque jour, une fois que tu as tout fait ça, là, qu'est-ce qu'à chaque jour tu ferais parce que ça t'allume? Qu'est-ce qui te rendrait heureux, que tu sens qu'il se passe de quoi dans ta vie, puis ce qui te fait grandir? Mais ça, là, ça donne souvent l'indice vers où marcher. Là. Il y en a que ça peut être n'importe quoi. Là. Fais-le, puis trouve le moyen de faire de l'argent avec, peut-être. Oui, puis, mais c'est surtout, essaie pas de prédire l'avenir. Je le dis, essaie pas de deviner ce que ça va donner dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Là. Qu'est-ce qui t'allume là, ça? Là? OK, fais ça, là, je te jure, avance vers là, et le chemin va se présenter au fur et à mesure que tu avances. Il se présentera pas d'avance. Essaye pas de prédire l'avenir. Une des grandes erreurs qu'on fait beaucoup. Avant de prendre une décision, on se dit OK, t'as peu là. Qu'est-ce qui va arriver dans 1 an, 2 ans, 5 ans, essayer de prédire l'avenir. OK, je veux tout ça que ça arrive, sinon. Non, ta gueule, avance là, je te jure, tu vois. T'es pas assez intelligent à savoir ce qui va se présenter, ce qui va arriver. Toutes les idées qui vont se présenter, tu peux pas les avoir là. Tu vas les avoir quand tu vas avancer. C'est impossible de les avoir d'avance. Puis après ça, ça se présente, mais c'est tout le temps de même. C'est pour n'importe qui. Avance, je te jure, tu verras. Ça veut pas dire que ça va être spectaculaire. Hein. Le but, c'est pas d'impressionner les autres. Là. C'est pas ça. Là. C'est toi triper tout seul. Puis c'est ça. Si toi, ça t'enthousiasme, puis si personne, ça je le dis aussi, j'en parle dans mon 2e livre, si tout ce que tu fais, là, personne ne voyait. Là. Personne ne voyait, je sais même pas de quoi, verrait même jamais ton travail, ou peu importe, parce que ça t'intéresse encore. Ça t'allume-tu? Ça t'excite-tu dans le sujet? Ou... Si oui, ben, tu fais pas ça pour flasher ou pour le prestige ou pour le regard des autres. Ou... Tu fais ça parce que ça t'intéresse pour de vrai. Ça, c'est pour des bonnes raisons. Mais si ton but, c'est juste de flasher ou d'impressionner, c'est pas ça le point. Là. Moi, j'ai vécu ma plus grande conférence à vie un soir, puis le lendemain, je vivais ma plus petite conférence à vie. 1200 personnes, puis le lendemain, 15 personnes. Dans une fondation quelconque. Mais c'est cool parce que je l'ai vécu dans le bon sens, dans le bon ordre. Ma plus petite était après ma plus grosse, pas l'inverse. Puis le lendemain, ma plus grosse, j'étais devant 15 personnes. Puis quand je me suis mis à commencer ma conférence, j'ai réalisé que j'avais autant de fun que la veille, devant 1200 personnes. Puis je leur ai dit, j'ai autant de fun à soir que hier soir. Et ça, je pense que j'aime ça beaucoup. Moi, mon fun commence quand ma conférence finit. Parce que je vois ce que ça fait. Puis le monde vient de me raconter ce que ça vient de leur faire. Puis toutes les bulles, toutes des bouteilles de champagne qui sont dans le fil pour me parler ou pour avoir une dédicace. Si je le vois dans leurs yeux, c'est plein de bulles. Ils ont plein d'idées, ils ont allumé sur plein d'affaires. Puis moi, ce que j'aime souvent le plus, c'est, mettons, je suis dans des congrès où personne ne sait je suis qui. Et je vais parler de quoi, là, ils sont obligés d'être là. Il y a un monsieur, ça arrive souvent. Les monsieur viennent me voir et me disent écoute, j'avais aucune idée t'étais qui, t'allais parler de quoi, mais j'étais pas préparé mentalement à t'entendre. Je dis good, ça j'aime ça. Daniel, je suis certain qu'il y a des gens qui t'ont découvert aujourd'hui en t'écoutant. S'ils veulent te partager ce que tu viens de leur faire, ils peuvent le faire. Ben oui, écoutez, premièrement, allez sur mon site www.danielblouin.com ou sortidezone.com, ça mène à la même place. C'est mon email, laissez votre email, j'envoie des bonus aussi. Mais envoyez-moi votre histoire par email ou Facebook. Allez sur mes 2 Facebook aussi. Moi, j'aime ça, avoir des histoires comme ça. Parce qu'on est 7-8 milliards sur la Terre. Il y a 7-8 milliards d'histoires différentes de sorties de zone. Tout le monde en vit. Là. Daniel, merci infiniment. Je te souhaite de créer chez les gens plein de belles sorties de zone puis qu'il y ait un paquet de trucs à te raconter. Et même si vous avez peur, faites-le vos sorties de zone. Ça va bien aller. C'est normal que vous ayez peur. Merci, Daniel. Bye. J'entends déjà les gens qui ont tendance à avoir de la difficulté à sortir de leur zone de confort nous dire « Oui, mais je fais comment? » Tu sais, je pense qu'à quelque part, on dit à la blague comment on mange un éléphant, mais c'est une bouchée à la fois. Oui. Puis je vais me permettre de dédier cette émission-là à mon petit frère. J'ai un petit frère qui a 25 ans. Puis j'en parle parce que j'ai pensé
au sujet de cette émission-là en pensant à lui. Parce qu'on avait une discussion, mon frère a 25 ans, se demande parfois qu'est-ce qu'il va faire de bon. Il n'est pas certain de où il est dans sa vie, puis est-ce que c'est exactement ça qu'il veut, puis a envie de faire une petite sortie de zone, un changement dans sa vie, mais il ne sait pas comment. Puis à un moment donné, on parlait de voyage. Il disait, j'aimerais ça voyager, puis mais pourquoi tu le fais pas? Ah, j'ai peur, encore les justifications. Ah, j'ai pas assez d'argent. Je dis, mais t'as pas assez d'argent, t'as besoin de t'acheter un billet aller. Après ça, puis c'est pas si pire. Il dit, ouais, mais faut que je paye une coupe de dettes, là, des cartes de crédit. Mais ils vont attendre. Tu vas avoir des dettes toute ta vie. Je te le dis, je suis plus vieux que toi, puis j'en ai encore, on va en avoir. Je dis, si t'attends après ça, tu vas attendre longtemps. Je dis, non, tu devrais, tant qu'à moi, tu devrais partir. Si c'est ça que tu as besoin de faire, pars. Mais il est revenu un petit moment après. Il m'a dit, ouais, mais là, je sais pas trop, tu sais, partir 3-4 mois, c'est... Attends une minute, mais qui t'a parlé de partir 3-4 mois? Parce que là, dans ta tête, 3-4 mois, c'est gros, puis là, tu t'en vas loin, et ça t'inquiète, t'as peur. Puis évidemment, quand on a peur, ben on se referme, puis on reste safe, puis c'est normal, on est tous faits comme ça. Puis je disais, mais pourquoi tu le vois pas, là? Comme quand tu vas dans le sud, là, dans un resort une semaine, c'est pas compliqué, c'est pas de trouble, t'as acheté ton voyage, puis t'as aucun doute sur ta sécurité. Mais pourquoi tu fais pas la même chose? Pars en te disant que tu t'en vas pendant 2 semaines, en Belgique, ou en France, ou en Amérique du Sud. Commence par peut-être juste choisir un pays. Ouais. Puis achète un billet aller seulement. Puis là-bas, tu décideras combien de temps. Ça, c'est des petites étapes, des petites bouchées pour manger ton éléphant. Ouais. Puis de dire, ben, je vais déjà au moins partir. Puis je vais rester 10 jours, 12 jours. Puis je verrai comment ça se passe. C'est ça. Mais qu'une fois là-bas, tu te rends compte que tranquillement, les peurs se dissipent. Parce que tu te rends compte que, tu sais, avoir peur, c'est de se rendre compte qu'il y a une menace ou qu'on va peut-être mourir. Ça, c'est, t'as peur pour ça, à cause de ça. Mais qu'une fois là-bas, tu te dis, ben finalement, il n'y a pas de menace, Exact. je ne vais pas mourir, donc finalement, j'ai plus peur. Exact. Et que parce que tu n'as plus peur, ben, tu vas rester peut-être 2-3 jours de plus, puis finalement 1 semaine de plus, puis finalement 3 semaines de plus. Et qu'à un moment donné, tu vas dire, il faut que je revienne. Puis ce jour-là, ben, tu reviendras. Puis c'est pas grave si tu pars 12 jours, puis c'est pas grave si tu pars 3 mois, mais que ton projet, faut que tu le fasses une bonne fois pour toutes. Ouais. Faut que tu partes, faut que tu sortes un peu de ta zone de confort. Ma prochaine invitée a décidé de faire un changement majeur à sa vie. Il y a quelques années, alors qu'elle avait un bon emploi stable de chargée de projet, elle constate qu'elle n'est pas heureuse et décide de fonder le blog La Parfaite Maman Cinglante, qui obtient un succès fulgurant. Voici une discussion que j'ai eue au téléphone, ce qui explique le son moins bon, malheureusement, je suis désolé, avec l'entrepreneur Maude Michaud. Maude, jusqu'à tout récemment, tu étais chargée de projet dans une entreprise informatique. Tu es une mère, tu es une belle-mère aussi. Vous avez au total 3 enfants. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ton blog La Parfaite Maman Cinglante? Puis comment tu es arrivée à trouver le temps de le faire? Ben, je te dirais que ayant déjà écrit avant, j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait intéresser les gens dans la maternité, qu'est-ce qui se recoupait, c'était quoi les préoccupations des mamans d'aujourd'hui. Ce qui en est ressorti, c'est vraiment la culpabilité qu'ont beaucoup de mamans à l'égard de plein de choses de leur vie de mère. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'axer le blog là-dessus. Et c'est pour ça aussi probablement qu'il connaît autant de popularité actuellement, c'est parce qu'il répond vraiment à un besoin. Est-ce que tu étais toi-même une mère coupable tout le temps où tu as vu là un sujet intéressant à exploiter puis que c'était un peu ta
plume qui allait te permettre d'en parler parce que tu es une fille qui écrit déjà bien, ou tu sentais toi-même vraiment ces frustrations-là au jour le jour? Ben, je pense que c'est certain qu'en tant que maman, on se questionne là, à un moment ou à un autre à se demander si on fait la bonne chose, si on pourrait faire mieux, si on pourrait le faire autrement. Personnellement, je suis quelqu'un qui s'assume beaucoup, donc oui, j'ai eu ce questionnement-là, mais en bout de ligne, ce que j'ai compris, c'est que je devais simplement être moi-même pour être la mère que j'avais envie d'être. Puis, je pense que c'est un petit peu ce message-là que je veux qu'on passe à travers tous les articles et tout le contenu là, qu'on publie sur notre plateforme aussi. Tu disais, quand on s'est parlé, tu as créé ton blog en mars 2016. Puis j'ai lu quelque part que tu as fait ça après que tu en aies eu assez de te sentir coupable de tout et de rien. Puis là, je te cite. Qu'est-ce qui a été la goutte qui a fait déborder le vase? Ben, je pense que c'est de voir un peu tout le monde. Tu sais, entre autres, sur les groupes Facebook de maman, il y en a beaucoup. Moi, je participe à plusieurs de ces groupes-là régulièrement et activement. Puis de voir à quel point les mamans se posent des questions qu'elles ne devraient pas non plus forcément se poser. Qu'elles devraient trouver la réponse en se parlant à elles-mêmes, en se demandant ce qu'elles veulent. Et puis, je trouve ça plate, ce sentiment-là. Puis, la pression qu'on met sur les mamans aujourd'hui, ou qu'on se met nous-mêmes, c'est dur de savoir d'où ça vient finalement. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient de la société? Est-ce que ça vient de l'ère de la conciliation travail-famille? C'est difficile de mettre le doigt dessus, mais il reste qu'on s'en impose beaucoup plus qu'avant. On veut toujours jouer avec les enfants, qui passent le moins de temps possible à la garderie, faire le plus possible d'activités éducatives. Si les enfants sont dehors, ben donc il faut y aller avec eux. On peut pas les laisser tout seuls. Les repas, c'est la même chose. Il faut faire des affaires toujours avec les 4 groupes alimentaires. On se fait parler de la santé de plus en plus, de l'importance de l'exercice. Fait qu'on dirait qu'on a l'impression d'en faire jamais assez. Puis je pense que ça dénature un petit peu finalement le rôle qu'on a en tant que maman, puis le plaisir qu'on peut avoir en famille aussi. On perd un peu de ça. Fait que c'est un peu tout ça. Moi, à un moment donné, cette constatation-là dans son ensemble qui a fait en sorte que je me suis dit, ben, ça serait peut-être bien de passer un message à tout le monde là-dessus pour que tout le monde se sente mieux. T'es une fille qui n'a pas la langue dans sa poche. Tu dis tout haut ce que plein de monde pense tout bas. Quel genre d'enfant, toi, t'étais quand t'étais petite? J'étais vraiment tranquille. Honnêtement, là, j'étais très, 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 très gênée. Je disais pas un mot plus haut que l'autre. Adolescente, j'ai été très, très, très intimidée aussi. Ça a été vraiment des années super difficiles. Puis vers la fin de mon secondaire, là, j'ai déménagé, puis j'ai décidé que les choses allaient changer, puis j'ai changé de cap en même temps aussi. Je pense que c'est là que ma personnalité a pris un petit peu plus d'ampleur aussi, puis je suis devenue plus extravertie. Parce qu'étant jeune, non, c'était zéro qu'une barre dans mon coin. Et qu'est-ce qui a fait parce que quelque part, ça devait être en toi, ça, le fait que tu sois gênée petite, et là, tu as déménagé, tu as décidé d'un peu t'exprimer. C'était quelque chose que tu avais, mais que tu n'exploitais pas? Ben, je pense que oui, mais en fait, je dirais que c'est la confiance en soi. Elle était là, c'était toutes des choses qui étaient là, mais je pense que j'avais de la misère peut-être à reconnaître la belle personne que j'étais, le potentiel que j'avais aussi avant. Je me voyais plus petite, je me voyais plus faible, puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de me voir comme ça. Mm-hmm. Puis c'est là que les choses ont vraiment commencé à changer. Je te dirais que ça, là, ce thinking-là, c'est revenu aussi quand j'ai décidé de quitter mon travail de chargée de projet. OK. Tu sais, de me dire comme, je vais juste faire ça. Comme, moi, là, je vais m'arrêter à ça, là, je vais être une chargée de projet, non. C'est pas ça que moi, je veux faire. Moi, je suis capable de faire autre chose, je suis capable de faire autrement, je suis capable de voir plus grand, je suis capable d'aller plus loin. Puis je vais le faire maintenant. Puis là aussi, les choses ont changé. Ça part toujours de ça, je pense, à un moment donné, du fait de croire en soi puis de ce qu'on est capable de faire. À partir de ce moment-là, là, je sais que c'est très cliché, là, mais honnêtement, je vois pas là où on ne peut pas aller et je ne vois pas les sommets qu'on ne peut pas atteindre. Est-ce que tu penses que quelque part, la confiance en soi aide au changement, à gérer le changement, puis que, par exemple, on prend 2 personnes, la personne qui a une confiance presque inébranlable en elle va avoir plus de facilité à gérer le changement, puis à se dire, ben moi, j'ai envie de tenter des choses, j'ai envie d'aller au bout de quelque chose, puis de me mettre un peu en danger, entre guillemets, là. Penses-tu que c'est plus simple pour quelqu'un qui a vraiment confiance en soi? Assurément. Moi, personnellement, je pense que c'est une des clés fondamentales pour réussir d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance justement en la suite, en ses moyens, en sa capacité à gérer les imprévus. Justement, quand on se lance en entreprise, en affaires, c'est un peu ça aussi, là.
Il faut avoir confiance en son projet, mais il faut aussi avoir confiance en sa capacité de gérer tout ce qui va venir par la suite, dont une grande partie dont on ne connaît strictement rien. Donc, je pense que si on a une bonne confiance en soi à la base, malgré le fait que ce qu'on va avoir géré, on le connaît pas, on peut avoir confiance d'être en mesure de le faire. Est-ce qu'il y a des petits éléments, toi, concrètement, qui t'ont permis de bâtir ta confiance? Moi, je suis très noir ou blanc. Hein. Fait que ça arrive juste quand je suis tannée. Je suis tannée à un moment donné. Moi, j'ai besoin d'être heureuse. Puis je pense que ça joue beaucoup là-dessus aussi. Tu sais, je vais être dans une situation à un moment donné où je suis malheureuse, je reste là, je sais pas trop quoi faire. Je me demande si je devrais pas, justement, par exemple, envisager de lancer mon blog ou de faire autre chose, mais je reste là quand même, je suis pas sûre. Puis à un moment donné, là, j'arrive au bout de ça, là. Puis je suis pas OK, là, c'est assez, là. C'est assez, puis je suis capable de le faire. C'est clair que je suis capable, là. Fait que je pense que pour moi, ça a toujours été ça le déclencheur au changement, de me dire comme non, là, je suis pas heureuse de ma vie. La vie, là, c'est court, mais c'est long des petits bouts. Là. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut essayer de faire ce qu'il faut pour être heureux. Puis ça passe par toutes sortes de façons. Ces façons-là varient d'une personne à l'autre aussi. Mais moi, c'est ce qui me donne la go pour faire autre chose. Comme tu disais tout à l'heure, oui, j'ai fait une dépression. Plus jeune, c'est ce que ça m'a appris aussi. Là. Quand la vie va plus, là, quand t'es plus bien, c'est parce que c'est le temps que tu fasses un changement. Avant de te laisser, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi le développement de ton blog? Là? Ben là, c'est certain que nous, on va continuer de prendre de l'expansion. On a de plus en plus de collaborateurs. Là. Maintenant, on est rendu à 120 collaboratrices. Puis moi, je veux que ça monte encore. Je veux qu'on ait le plus de moments possible pour écrire sur la plateforme, pour exprimer justement les différentes opinions, les différentes visions, perceptions qu'elles peuvent avoir de la maternité. C'est certain que tranquillement, pas vite aussi, moi, je veux commencer à faire des prestations en public en plus des vidéos qu'on continue de faire. Et puis, on a quelques petits projets ici et là à venir aussi. Éventuellement, voyant plus grand, on pense peut-être à élargir notre lectorat ailleurs au Canada, mais ça reste encore sous réserve pour l'instant. Et ce serait sous forme de conférence, ce que tu ferais, ou plutôt spectacle humoristique? Probablement plus spectacle humoristique. C'est intéressant tout ça, puis bravo pour tout ce que tu as fait, parce que en très, très peu de temps, tu as bâti vraiment une immense communauté. C'est pas simple de faire ça, puis je te félicite. C'est vraiment très impressionnant et très inspirant. Ce que tu es arrivé à faire, puis je te souhaite évidemment le plus grand des succès. Je vais évidemment te surveiller au cours des prochaines années. Je pense qu'on arrive assez bien comme humain à toujours tout se justifier. Oui. On dit qu'on manque de temps. On manque d'argent. Les enfants sont trop jeunes. Je connais pas assez ça. Je suis trop gros, je suis pas assez talentueux. Il y a toujours quelque chose qu'on arrive à se dire pour se convaincre de ne pas avoir fait ce qu'on devait faire. Ouais, c'est ça. Toujours. Des excuses. Puis je pense que ces justifications-là viennent un peu pallier temporairement ce manque-là qu'on a, c'est-à-dire le manque dans le sens de ce que je disais au début de l'émission, ce qui justifie de vouloir sortir de sa zone de confort à un moment donné. Temporairement, pour nous convaincre de ne pas sortir de notre zone de confort, on se donne une justification. On se dit, ah non, par exemple, pour partir en affaires, on en a parlé aussi dans d'autres émissions, où on se dit, ah non, j'ai pas assez d'argent, je partirai pas. C'est pas le temps. Ouais, là, les enfants, l'économie est barre, puis les enfants sont jeunes. Je vais attendre qu'ils vieillissent. Puis quand ils sont vieux, ben là, ils sont trop vieux. Ils sont vieux, puis moi, je suis trop moins vieux. Le goût un peu. Moins le goût, plus fatigué. Je sais pas si ça va à peine, plus grand temps. Tu as toujours sortir de la zone de confort, tu justifies ta raison par tes excuses. Qu'est-ce que tu veux faire? Le fun, c'est de garder ce que tu étais quand tu étais un enfant. Cette capacité d'aller plus loin, d'essayer des choses. Cette capacité de chercher des choses. Quand tu es tout petit, c'est effrayant, comme tu t'amuses, tu as du fun, puis tu découvres. Tu es toujours à découvrir. C'est seulement qu'en vieillissant, quand tu rentres dans le moule de la société, que là, on commence à dire, ouais, mais faut pas que tu exagères, là. À ton âge, tu fais plus ça, tu fais ça. Et là, tout se barre. Mais, de fait, tu sais, dans la vie, c'est juste de voir ça, c'est tellement drôle. Un bateau. Tu peux pas voguer sur la mer avec un pied sur le quai, un pied dans le bateau. Ouais, effectivement.
Le fait de se lancer. Faut-tu mettre les deux pieds en même place? Soit que tu prends une décision, tu restes à terre. Tu verras jamais les îles. Tu verras jamais le soleil couchant où il se couche. Tu verras jamais la mer calme. Cette immensité, tu verras jamais parce que t'es sur le quai. T'es tellement bien sur le quai, zone de confort, que tu l'as essayé, puis ça bardassait pas mal. J'avais un pied dedans, puis ça montait, puis ça descendait. Je me disais, oh, j'aimerais pas ça, je pense, j'aimerais pas ça. Qu'est-ce qu'a fait l'infirmière de Sainte-Justine qui a traversé à la rame? Oui, Mylène Paquette. Elle savait même pas nager. Ouais. Elle a eu peur en sacrifice. Elle fait bâtir un bateau. Elle fait financer une espèce de chaloupe énorme. À rame. Elle n'a jamais fait ça. Ça, c'était quelque chose. Effectivement. Elle sortait de sa zone de confort. Infirmière. Et qui c'est qui l'a fait sortir de sa zone de confort? C'est un jeune malade qui a dit « Tout est chanceuse. Tout est facile, ça va bien, tu fais une vie, tu rentres, tu vas chez vous, tu n'as pas de problème. » Regardez le jeune qui se battait pour sa vie à son âge. « Me bats-tu pour ma vie? » C'est ça. C'est ça, Mylène Paquette. C'est ça l'image qu'elle a donnée. Ça, c'est une vie. Ouais. Ça, c'est une vie. Sortir de la zone de confort, c'est l'inverse de l'égoïsme. Tu ne sors pas de ta zone de confort pour toi. Tu sors de ta zone de confort pour aller plus loin, pour embrasser le monde. Qu'est-ce que tu fais dans le monde? Ça, c'est sortir de ta zone de confort. Ouais. Saint-Exupéry la disait, la belle phrase, être un humain, c'est sentir qu'en posant sa pierre, tu contribues à bâtir un monde meilleur. Et c'est dans ce sens-là que Kipling a écrit son fameux poème « Risque », qu'il a écrit à Montréal, à l'hôtel Nelson, dans le centre-ville, dans les années 1897 à peu près, dans ce temps-là, dans une chambre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle des risques de la vie. Puis je vais te le lire, mais on va le paraphraser un peu. Rire, c'est risquer d'être ridicule. Mais combien de gens ont peur de sourire? Prendre le risque d'aider quelqu'un. Prendre le risque de... C'est tout ça. Je ne parle pas de gros risques, mais tous ces risques-là, c'est sortir d'une zone de confort, mais c'est ça du vivre ensemble. Hein? Montrer ses sentiments, c'est risquer de dévoiler son moi authentique. Exposer ses rêves et ses idéaux, c'est risquer de les perdre. Je suis mieux de ne pas le dire, parce que si je dis je rêve à ça, puis d'un coup ça ne marche pas, ils vont tout rire de moi, que j'en parle pas. On ne parle pas de nos idéaux. On ne parle pas de ce qu'on voudrait voir pour nos enfants. Puis d'ailleurs, tu sais, j'ajouterais que c'est peut-être justement le fait d'en parler qui fait que ça nous permet de concrétiser, de le commencer à gérer. Exactement, puis de sortir éventuellement de notre zone de confort, parce que tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va te rappeler que tu as rêvé ça. Exact. Puis tu vas dire, ben c'est vrai, dans le fond, oui, il faut que j'avance parce que j'ai pas envie de devoir, encore une fois, me justifier en disant, ouais, je l'ai pas fait parce que... Non, j'en ai parlé à tout le monde. Tôt ou tard, ils vont finir par me dire « Hey, ton projet, finalement, comment ça se passe? » C'est ça, exact. Là, aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour. Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé. Vivre, c'est risquer la mort. Espérer, c'est prendre le risque du désespoir. On a parlé de l'émission précédente, espoir. Ouais. T'espères trop, donc tu penses trop. Tu sais, comme voir grand. Ouais. Les gens ont peur, on voit trop petit des fois. Essayer, c'est risquer l'échec. On en a parlé tout le long, c'est prendre le risque. On doit risquer, car le plus grand danger est de ne prendre aucun risque. Je veux des gens qui ont passé toute leur vie sans jamais essayer vraiment, sans jamais sortir, sans jamais aller plus loin. La personne qui ne risque rien ne fait rien. C'est vrai, tu fais rien, tu n'avances pas. N'a rien. Évidemment, comme tu n'as pas avancé, tu n'obtiens rien. Mais ce qui est plus grave, c'est que tu n'es rien, n'es rien. Elle évite peut-être la souffrance et le chagrin. C'est vrai que tu évites. Mais elle ne peut rien apprendre, rien ressentir. Elle ne peut ni vivre, ni croître. On voudrait que nos enfants évitent les risques, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de la peine. Mais dans ce temps-là, on leur enlève la chance d'apprendre, de ressentir, de vivre. Enchaînée dans ses certitudes,
Elle en est esclave et a perdu sa liberté. Seule la personne qui prend des risques est libre. Ça a été écrit il y a au-delà de 100 ans, au-delà de 130 ans. Et pourtant, il avait compris. Ouais. Ça, pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est ça, vivre. Puis, je terminerais peut-être en disant, pour sortir de sa zone de confort, il faut parfois, malheureusement, fermer la télévision, ouvrir un livre, Oui. lire plus, Oui. puis pas Facebook. Oui. Et peut-être s'asseoir avec quelqu'un, ta femme, les grands-enfants qui sont les adultes maintenant, puis discuter avec eux. Comment ils voient la vie? Les choses changent. On n'a plus le temps de se parler. On écrit tout en 117 caractères, je ne sais pas quoi de chose du genre. 140 sur 140, Twitter. Ouais. 140 caractères. Tu ne peux pas échanger vraiment 140 caractères. Quand est-ce que tu t'assois pour en discuter? Ça, c'est prendre le risque, sortir de ta zone de confort. Je le souhaite à tout le monde qui écoute. C'est ce qui conclut cet épisode de T'es capable. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ça me ferait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Vous pouvez partager avec moi des moments où vous avez sorti de votre zone de confort. C'est directement sur ma page Facebook. Je vous invite aussi à m'écrire personnellement à l'adresse suivante, la lettre M, @martinveronneau.com. Vous pouvez également nous trouver facilement sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour un prochain épisode de T'es capable.